La réforme politique et institutionnelle au cœur de l'actualité nationale. Un atelier d'information et de sensibilisation est organisé en ce sens en faveur des responsables des organes de la presse malienne. Réduction des prix de fer sur le marché et respect des normes en la matière, c'est l'objet d'une rencontre entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et les acteurs concernés à suivre dans cette édition. Chérif la télévision, la proximité dans la distance. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette édition d'information. Je vous l'annonçais en titre. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral a présidé l'ouverture des travaux d'un atelier d'information et de sensibilisation sur les réformes politiques et institutionnelles à l'attention des responsables des organes de la presse malienne. C'était ce jeudi 30 janvier 2025 à la Maison de la Presse. Le point avec Abdul Karim Sako et Noun Kone. Sous l'impulsion du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, notre pays est dans une phase décisive de son histoire avec à la clé plusieurs projets de réforme conformément à la volonté populaire exprimée à travers la tenue du référendum qui a abouti à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Ces réformes politiques et institutionnelles visent à insuffler une nouvelle dynamique dans l'action publique pour le bonheur des Maliens. Afin de réussir ce pari, l'implication de chaque composante de la société est incontournable, d'où une série d'ateliers d'information et de sensibilisation des citoyens sur les réformes politiques, institutionnelles initiées par le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral. Sa rencontre avec la presse a pour but d'impliquer l'ensemble des organes du quatrième pouvoir pour le succès du processus des réformes en cours. Hommes des médias, nous sommes convaincus qu'une transition a pour vocation de mener des réformes profondes. Des réformes qui doivent permettre à notre pays d'amorcer son développement et de renforcer sa souveraineté telle que prônée par les plus hautes autorités. La presse professionnelle a un grand rôle à jouer dans la compréhension, l'appropriation et la diffusion de la bonne information au profit des populations. Le succès des actions du gouvernement dépendra bien évidemment de l'implication de la presse et de sa pleine et entière implication au succès des réformes qui sont faites. Selon le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, cet atelier d'information avec la presse a pour objectif de contribuer à la promotion des réformes à travers l'information et la sensibilisation des citoyens, conformément à la feuille de route du président de la transition adressée au gouvernement. Cet atelier s'inscrit dans la mise en œuvre de la feuille de route donnée par le président de la République au nouveau gouvernement lors du Conseil des ministres inaugural du 27 novembre 2024. Et vous savez que lors de ce conseil, le président de la transition a donné un certain nombre d'orientations en 8 points essentiellement, dont les réformes occupent une partie importante. En ce qui concerne les réformes, l'accent a été mis sur la poursuite des réformes engagées et également la consolidation des acquis. Et pour les réformes électorales, l'accent a été mis sur les conditions à réunir pour l'organisation d'élections transparentes et apaisées. Et comme vous le savez, l'organisation d'élections transparentes et apaisées passe par la conception, en tout cas la mise en place d'un fichier électoral fiable. Les sentiments patriotiques que nous savons au niveau des organes de la presse, des responsables que vous êtes, nous comptons sur une animation vraiment de qualité et une écoute attentive. Et pour notre part, nous sommes très ouverts à toutes les questions qui concernent aussi bien la Constitution que les autres réformes.
Rappelons que le présent atelier fait suite à celui tenu au CICB avec les départements ministériels et les autorités administratives indépendantes. L'actualité nationale sur un autre volet dans le souci de stabiliser les prix des produits stratégiques sur le marché. Le ministre de l'Industrie et du Commerce s'est entretenu ce jeudi 30 janvier avec les opérateurs économiques intervenant dans le domaine du fer. Réduction des prix et respect des normes étaient au menu des échanges. Khadija Traoré. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la satisfaction des besoins fondamentaux des populations, a rassemblé les distributeurs et les industriels dans le respect strict des normes. La résilience des usines face aux défis relevés a été reconnue et félicitée par le ministre. La problématique du respect des normes en ce qui concerne les fers à béton était posée dans notre pays, a causé des dégâts dans notre pays et en toute responsabilité, nous avons décidé d'apporter une réponse structurelle et définitive au règlement de ce problème par l'exigence du respect des normes. Vous avez investi dans les usines, je voudrais vous féliciter pour avoir eu confiance à vous-même et investir dans les usines dans notre pays. Vous avez eu confiance au Mali, aux lois et au règlement du Mali pour investir dans notre pays. Vous avez cru à l'économie de notre pays parce que vous contribuez au développement économique et à la croissance de notre pays. L'engagement pris par chacun de respecter à partir de maintenant les normes. Après une phase d'information, de sensibilisation, de pédagogie, amener les usines à aller vers le respect des normes, nous voilà en définitive arrivés à cet accord-là. Cet accord qui va être signé entre toutes les usines de fabrication de fer à béton dans notre pays, avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, à l'échéance d'une semaine, et va rentrer en vigueur donc à partir du jeudi prochain. Aussi, les questions liées aux problématiques ont également été abordées. Nous avons aussi échangé sur la problématique de la réduction du prix d'accession au fer par les populations. Je pense aussi que les propositions pertinentes qui ont été formulées doivent nous amener à échéance très courte, de façon aussi à assurer l'accessibilité, la disponibilité et le prix abordable du fer pour nos populations. Je pense que cette mission, on l'a fait pour le riz, on l'a fait pour le ciment, on vient de le boucler avec vous sur le fer, et il y a d'autres chantiers que nous allons ouvrir. En tout cas, aucun chantier ne sera de trop pour être ouvert au ministère de l'Industrie et du Commerce. Au sorti, les opérateurs se disent satisfaits des échanges féconds avec le ministre et s'engagent au respect des normes. Nous avons été positivement satisfaits de la réponse du ministre de l'Industrie et du Commerce, qui vraiment fait un travail énorme pour soutenir les industries et qui comprend toutes les difficultés. Toutes les industries devront s'engager à un respect des normes par un document signé qui sera soumis à l'administration. Et l'administration nous a promis aussi qu'en contrepartie, il y aura tous les moyens nécessaires, mettront en place tous les moyens nécessaires pour nous protéger. Cet échange avec les différents acteurs intervenant dans la chaîne de production vise à appliquer une politique de prix accessible. Nous restons avec le même département ministériel après avoir rencontré les importateurs de riz en milieu de semaine. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a organisé le même exercice avec les industriels. La rencontre de haute importance a servi de cadre d'échange sur les dispositions à prendre de part et d'autre pour assurer un approvisionnement normal du Mali en produits tout en veillant sur la stabilité des prix. Le ministre a pris l'engagement ferme au nom des plus hautes autorités de mettre tout en œuvre afin d'aboutir à une solution pérenne. Il a par ailleurs remercié les opérateurs économiques pour leur engagement et leur sens patriotique pour un meilleur approvisionnement du Mali en ciment au bénéfice des consommateurs. Le ministre promet une autre rencontre très prochainement avec les importateurs de ciment en vue de trouver des propositions consensuelles. Nous l'écoutons au micro de Sadio Sidibé Draman Malé. Nous avons eu des rencontres avec d'autres composantes du secteur privé
Mais aujourd'hui, la rencontre avec vous a pour objet d'échanger sur l'approvisionnement du pays en ciment, notamment l'accessibilité de nos concitoyens, des Maliennes et des Maliens au ciment. Le goulot d'étranglement, en tout cas aujourd'hui, dans la distribution du ciment dans notre pays, c'est la distribution. C'est la chaîne d'approvisionnement des populations. Et c'est pourquoi je pense qu'au cours de cet après-midi, la réunion de cet après-midi, nous allons vraiment regarder en détail de l'usine jusqu'au consommateur, quels sont les intermédiaires qui sont dans la chaîne de distribution et quelles sont les marges de chaque distributeur. Et sur cette base-là, nous allons arbitrer avec vous pour que le prix du ciment baisse. Il a été retenu par l'ensemble des intervenants que le prix du ciment est anormalement élevé au Mali. Et pour apporter une correction dans ce prix anormalement élevé, afin de permettre aux Maliennes et aux Maliens d'accéder au ciment à moindre coût, afin de favoriser l'accès à la propriété immobilière et à l'habitat, nous avons jugé utile donc de mettre en place une commission de réflexion qui va travailler à la fois sur la structure du coût de production au niveau des usines, premièrement. Deuxièmement, l'analyse des acteurs qui interviennent dans la chaîne de distribution et les différentes marges qui sont distribuées au niveau de chaque acteur. Et troisièmement, de définir les conditions générales et particulières de la commercialisation du ciment au niveau des unités industrielles. Donc sur la base de ces trois paramètres, un arbitrage sera effectué en concertation avec l'ensemble des acteurs de façon à apporter une réponse appropriée à la problématique du coût élevé du ciment dans notre pays. Et je me réjouis aussi de l'engagement pris par les uns et les autres et de tous les acteurs de façon à ce que dans une semaine, nous puissions nous retrouver pour examiner davantage ces trois paramètres et notamment la structure du coût de production au niveau des usines afin que nous puissions véritablement apporter toutes les mesures correctrices qui seront de nature à assurer la baisse du prix du ciment dans notre pays et in fine assurer la déflation pour l'ensemble des produits de première nécessité au Mali. Dans le cadre de sa tournée en Côte d'Ivoire, sur invitation des militants Ansar, le fils du guide spirituel des Ansar, Seyd Ibrahim Aïdara, s'est rendu à Boundiali pour une cérémonie de prêche. L'événement a enregistré la présence massive des membres et sympathisants Ansar. Notre correspondant sur place, Diakari Diadamele, avec la voix de Fatma Takani. Après Abidjan, Divo et Bouaké, Seyd Chérif Iba Aïdara, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu à Boundiali pour une soirée de prêche à la demande des militants Ansar de la ville de Boundiali en Côte d'Ivoire. Les militants Ansar et sympathisants ainsi que les personnalités de la ville de Boundiali lui ont réservé un accueil digne de ce nom avant la soirée de prêche dans la même nuit. Les responsables de la section des Ansar de Boundiali se disent honorés de sa présence. Et surtout de reconnaissance vis-à-vis de notre Créateur qui est le Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est lui qui a permis que cette délégation puisse quitter Abidjan, Bouaké, pour nous rejoindre ici à Boundiali dans la paix et dans la quiétude. Donc sincèrement, ce que nous ressentons, c'est un sentiment de joie et de reconnaissance vis-à-vis du Tout-Puissant. Et nous lui disons infiniment merci de nous avoir fait cette grâce de conduire cette délégation jusqu'à ici sans qu'il y ait de tort causé ni de troubles. Voilà, ils sont quittés en paix à Abidjan, venus à Divo, à Bouaké, et Dieu merci, ils sont arrivés à Boundiali sains et saufs. Alors nous souhaitons également que la tournée se fasse dans la paix, pour qu'ils puissent retourner rejoindre leur famille aussi sains et saufs. Le message qu'on a passé, nous sommes nés ici à Boundiali, on a grandi ici à Boundiali, certains nous ont connus, on a connu certains également. Si Dieu, par sa grâce, nous a poussé à suivre ce jeune dont vous parlez ce soir, Iba Aïdara, voilà, c'est tout simplement un choix de Dieu, mais nous aussi nous avons cru en cette religion-là. Par moment, le jeune doit savoir que la vie qu'il mène est éphémère.
Se réjouissant de la tenue de cette soirée de spiritualité, mais aussi de sensibilisation en faveur des jeunes cadres de demain, le secrétaire général de la section des Ansar invite la jeunesse à la pratique d'un islam de paix prôné par DGP. Si nous mourons et que ce qu'on laisse derrière nous n'est pas joli à voir, forcément il y aura des répercussions sur nos familles, ce qu'on aura laissé derrière nous. Et à l'au-delà également, nous n'allons pas bénéficier. Alors le message que je laisse à l'endroit de la jeunesse, c'est que la jeunesse puisse se dire qu'il y a un Dieu qui est derrière tout ce qui se passe. Parce que le soleil se lève chaque jour. Il n'y a pas un pays au monde dont on sait que ceux-là sont les propriétaires du soleil. Mais le soleil se lève chaque jour, se couche chaque jour. Personne ne peut stopper ce phénomène-là. Aucun scientifique ne peut nous expliquer ce phénomène. Ça témoigne qu'il y a un Dieu derrière tout ça. Ça témoigne qu'il y a un être suprême derrière tout ça qu'on doit adorer. Quand on regarde également le phénomène de la naissance, comment la grossesse se développe, etc., etc., c'est autant de choses qu'on ne peut pas finir d'expliquer. Et tout cela doit témoigner de l'existence de Dieu. Donc ça doit être une prise de conscience pour nous, afin de se donner au Tout-Puissant, pour pouvoir réunir notre vie autour des prescriptions du Coran, afin d'être des croyants pieux et d'être des chanceux pour enfin avoir le salut de l'âme. Au cours de cette soirée, DGP a également reconnu la grande mobilisation des Ansar de Boundiali, tout en les remerciant pour cette marque de considération à son égard, tout en respectant une tradition instaurée par la famille chérifienne, celle de rendre visite aux notabilités de la ville de Boundiali. La prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam a sanctionné la soirée. Voyons ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale en bref et en images. Rupture de l'accord de défense entre Paris et N'Djamena. Ce jeudi, l'armée française a officiellement transféré aux autorités tchadiennes la base aérienne Sergent Hadi Kosei à N'Djamena, mettant fin à la présence militaire permanente dans le pays. Ce retrait intervient 2 mois après l'annonce de la rupture de l'accord de défense entre Paris et N'Djamena. Le Tchad était jusqu'ici l'un des derniers pays d'Afrique centrale à accueillir une présence militaire française significative, avec environ 1000 soldats stationnés sur son sol. La France avait déjà cédé 2 autres bases militaires, à Faya au nord et à Abéché à l'est, entre décembre et janvier. Ce départ s'inscrit dans une dynamique plus large. Après le Mali, le Burkina Faso et le Niger, le Tchad acte à son tour la fin de la coopération militaire avec Paris. En décembre, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont également annoncé les retraits des troupes françaises. Face à cette évolution, le chef d'état-major de l'armée tchadienne, Abakar Abdelkerim Daoud, a affirmé que son pays était prêt à assumer seul ses responsabilités en matière de défense. Au Bénin, 2 hommes proches du président béninois ont été condamnés 20 ans de prison jeudi suite à leur arrestation l'année dernière, soupçonnés de préparer un coup d'État dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Olivier Boko, homme d'affaires et ami de longue date du président Patrice Talon, et Oswald Omeki, ancien ministre des Sports, ont été reconnus coupables de complot contre la sûreté de l'État et de corruption d'agents publics par le tribunal chargé des délits financiers et du terrorisme dans la capitale, Cotonou. Les 2 hommes ont été arrêtés en septembre après avoir été accusés d'avoir corrompu le commandant en charge de la sécurité du président pour réaliser un coup d'État. Selon Elom Mario Metonou, procureur spécial du tribunal béninois pour les crimes financiers et le terrorisme, Oswald Omeki a été arrêté alors qu'il remettait 6 sacs d'argent au chef de la garde présidentielle. Au cours du procès, le chef de la garde présidentielle, le colonel Dumont Dieudonné, a déclaré avoir été contacté par Omeki en septembre pour fomenter un coup d'État contre Patrice Talon.
L'Égypte, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a dénoncé le non-respect du cessez-le-feu par Israël qui maintient des troupes au sol dans le sud du Liban, empêchant de ce fait le retour de centaines de réfugiés. Au cours d'une conférence de presse tenue à Beyrouth, Badr Abdelati s'est insurgé contre l'attitude de Tel Aviv. En vertu d'un accord conclu le 27 novembre sous l'égide des États-Unis, les forces israéliennes devaient se retirer du pays et le Hezbollah se déplacer jusqu'au nord du fleuve Litani avant le 26 janvier dernier. Alors que l'armée libanaise et les forces de maintien de la paix de l'ONU s'étaient déjà déployées dans plusieurs villages avant la date limite, Israël est resté dans plus d'une douzaine de villages. Depuis le début du cessez-le-feu, Israël a mené des opérations quasi quotidiennes, à savoir des démolitions des maisons, des bombardements et des frappes aériennes dans le sud du Liban, accusant le Hezbollah de violer les termes du contrat en tentant de déplacer des armes. Le Liban a quant à lui accusé l'Israël des centaines de violations du cessez-le-feu. Les États-Unis et le Liban ont annoncé dimanche que la date limite pour respecter les termes du cessez-le-feu avait été repoussée du 18 février. Au moins 28 corps ont été retirés des eaux glacées du fleuve Potomac aux États-Unis après qu'un avion d'American Airlines soit entré en collision avec un hélicoptère ce jeudi 30 janvier. L'accident a eu lieu lors de l'atterrissage de l'avion de la compagnie aérienne américaine à l'aéroport national Ronald Reagan près de Washington. Il transportait à son bord 60 passagers et 4 membres d'équipage. À la recherche d'autres victimes, les équipes de l'opération de sauvetage ont révélé qu'elles ne pensaient pas qu'il y ait d'autres survivants, ce qui en ferait l'accident aérien américain le plus meurtrier depuis près de 24 ans. La carcasse de l'avion a été retrouvée renversée en 3 parties dans de l'eau. Et cette triste nouvelle avant de prendre congé de vous, un cas de noyade a été constaté sous le 3e pont du quartier Missabougou. Le corps sans vie a été repêché par les passants avant l'arrivée du service de la protection civile. La victime en question est un adolescent d'une dizaine d'années. Selon nos informations recueillies sur place, l'incident est survenu il y a 3 jours de cela quand un groupe d'enfants est venu pour se baigner dans le fleuve. Malheureusement, un d'entre eux est décédé par noyade. C'est ce que l'on peut dire pour l'instant sur cet incident. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous présentons par la même occasion nos sincères condoléances à la famille éplorée. C'est également ce qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à la régie, à toute l'équipe de production. Excellent week-end à tous.